bienvenue. Il est 20h. Il est 20h. Il est 20h dans la région de Kaolack, 20h également à Dakar. Vous écoutez la 95.2 Espérance FM. Vous nous recevez en direct du studio Alcino d'Acosta. C'est l'heure de la grande édition du soir. Tout de suite, les titres. Inauguration ce lundi de la route Kaolack-Fatick par le chef de l'État Macky Sall. Une occasion pour le successeur d'Abdoulaye Wade de féliciter Baratal, le patron de Jean Lefebvre, l'entreprise qui a construit la route Kaolack-Fatick. Une visite du leader de l'APR qui a suscité une colère de la part d'Amimba Ketcham et ses camarades. L'ancienne athlète et responsable politique a été tout simplement zappée des préparatifs de l'accueil du président Sall. En vue d'accompagner l'opérationnalisation de l'acte 3 de la décentralisation, le gouvernement engage un nouveau programme dénommé PACASEN. La page internationale de Joseph Goethe-Sané et celle du sport de Dominique Bénédicte Sagnan mettront un terme à cette édition. Tout de suite, le développement. Jean-Michel Cissé. Gabriel El Malika sur la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, 5e jour du carême, l'une des choses les plus recommandées en ce temps, le partage dont nous parle même l'évangile du jour. Le partage ou le soutien aux pauvres, un lien direct avec la foi. Quelques fidèles rencontrés donnent leur avis. Un reportage et signe Suzanne Marissek. Le carême est marqué par le jeûne, la prière, la pénitence, le partage entre autres. Aujourd'hui, nous allons nous pencher particulièrement sur le sens du partage, qui en cette période est une occasion idéale pour remettre en marche la charité, bougie à la main, odile de dire. Si on avait par exemple, je donne un exemple comme ça, dans les paroisses, dans les églises, il y a des troncs de carême où vous pouvez mettre cela. Bon, si c'est nous les femmes, nous gaspillons beaucoup d'argent dans les maquillages, dans les habits, nous pouvons prendre un peu de cet argent et déposer également pour partager. Nous pouvons également prendre nos habits, des habits déchirés, des habits que nous ne portons plus, nous pouvons les amener à l'église, à la Caritas. Nous pouvons prendre également dans la nourriture quotidienne, ce qu'on n'a pas mangé, on doit remettre ça à la Caritas également pour partager aux pauvres. La valorisation des dons et l'esprit du partage, une manière de vivre la pauvreté religieuse. Pour partager, il faut avoir le souci de connaître les besoins de ses frères et se mettre dans la peau de l'autre. Trouvé devant la grotte, Cyril pense que l'homme, la personne doit avoir l'esprit de partage. Ça, je pense que notre religion nous le dit, le partage c'est quelque chose d'important dans la vie. Parce que comme l'homme a été fait à l'image de Dieu, donc l'homme est le remède de l'homme. À tout moment, à tout le temps, il faut avoir l'esprit de partage. Je pense que c'est l'importance de la vie. La dimension caritative, l'amour et la compassion reflètent la personne même de Dieu. Ainsi, accepter d'être moins centré sur soi, ses désirs, mais être plus attentif aux besoins des autres, les plus pauvres. C'est pour cela qu'on dit que le carême est un temps de partage. Une transition qui nous permet de passer de la chose politique à l'actualité socio-politique religieuse. Pour l'actualité sociopolitique, il est 20h passé de 2 minutes. Nous parlons d'autre chose. Inauguration donc ce lundi de la route Kaolack-Fatick. Le chef de l'État a rappelé avoir pris l'option d'accorder la priorité aux investissements productifs et aux infrastructures. Ce projet routier est né d'une promesse durant la campagne présidentielle 2012, réaffirmée en 2013 lors du Conseil des ministres délocalisés de Kaolack, et qui est devenue aujourd'hui une réalité. Écoutons les propos du président Macky Sall à l'occasion de la cérémonie d'inauguration.
La réalisation de cette infrastructure routière est symbolique de ma volonté de repositionner Kaolack et le Sine Saloum dans leur fonction de carrefour d'échange et de poumon économique essentiel pour le développement inclusif et durable de notre pays. En effet, construire des infrastructures routières dans le Sine Saloum, c'est redonner un souffle nouveau à notre politique d'aménagement et de développement du territoire. C'est aussi renforcer l'attractivité et le dynamisme économique de la région à travers la valorisation de ses potentialités agricoles, halieutiques, pastorales et touristiques. C'est également assurer davantage la circulation des personnes et des richesses au nom de la complémentarité et de l'équité et de la solidarité. C'est enfin conforter la continuité territoriale en Sénégambie méridionale et consolider l'intégration nationale et sous-régionale. Après l'inauguration de la route Kaolack-Fatick, d'autres inaugurations ont été faites par le président de la République. Nous l'écoutons pour plus de détails. Il s'agit de la route Dinguiraye-Nioro, frontière Gambie, que je vais inaugurer après cette cérémonie. De la route Kerwalindiaye-Passy-Sokone, qui sera inaugurée demain. De la route Joal-Sambadia-Differ, qui sera inaugurée plus tard. Dans cette dynamique de densification du réseau routier, il sera procédé demain au lancement des travaux ci-après. Le renforcement de la route Fatick-Foundiougne-Passy et la construction du nouveau pont de Foundiougne. Demain, je reviendrai largement sur ce pont qui va être l'un des plus grands de l'Afrique. Toujours dans le cadre du développement de la région du Sine Saloum, j'ai instruit le gouvernement d'engager dans les meilleurs délais la deuxième phase de Promoville, financée par la Banque africaine de développement. Prononçant son discours pour les besoins de l'inauguration de la route Kaolack-Fatick, le chef de l'État a chaleureusement félicité Baratal, le patron de Jean Lefebvre, et ainsi remercié pour, selon Macky Sall, avoir travaillé en parfaite intelligence avec le gouvernement à l'effet de surmonter le contentieux ayant retardé la réalisation de cette route qui avait fait parler d'elle dans les années 2000. Aux heures chaudes de la crise politique entre Maître Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Nous l'écoutons. Je félicite Baratal, PDG de Jean Lefebvre. Ça n'a pas été facile pour vous, mais là aussi, une injustice a été réparée pour le plus grand bien du Sénégal et de l'entreprise nationale. Vous vous étiez engagé dans mon bureau à reconstruire cette route qui avait des particularités et des vulnérabilités du fait de la nature du sol et du fait que le cahier des charges ne vous avait pas permis de faire une route avec la consistance que nous avons aujourd'hui. Après avoir félicité l'AGEROUTE, le ministère, il me plaît de vous dire également Djeredjef Bara, la qualité du travail, et je vous encourage à poursuivre dans cette voie. C'était là les propos du président de la République qui remerciait et félicitait Baratal, patron de Jean Lefebvre. Et en plus bref, le président de la République a aussi paré de vertu le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et son prédécesseur à tête du département. Cette cérémonie a été également marquée par le retour en force de Mimi Touré et de Maître Souleymane Ndéné Ndiaye qui ont reçu les hommages appuyés du premier des Sénégalais. Parlant de Jules Ndéné, Macky a rappelé à l'assistance que durant sa prime jeunesse, il a fait son âge avec cet ami d'enfance. Et puis, la responsable politique de Dinguiraye, Amy Mbacké Thiam, a été victime des querelles politiciennes de ses camarades. Elle a tout simplement été zappée dans les préparatifs de l'accueil du président Macky Sall. Aussi, la cogère de Paoskoto Dinguiraye est remontée contre les responsables de l'APR et dénonce leur non-implication et information concernant cette visite du président Macky Sall. Ils ont appelé les responsables du parti APR et son président à plus de respect et de considération envers leur responsable, Madame Amy Mbacké Thiam, faute de quoi menace les membres de la cogère, nous gèlerons toutes nos activités jusqu'à atteinte de nos objectifs. Il est 20h passé 7 minutes. La suite de cette édition, c'est juste après ceci. Vous écoutez la radio Espérance FM sur la 95.2.
Et nous parlons de toute autre chose en vue d'accompagner l'opérationnalisation de l'acte 3 de la décentralisation. Le gouvernement a engagé un nouveau programme dénommé le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, PACASEN, pour un financement estimé à environ 130 milliards de francs CFA. L'objectif est de permettre d'atteindre les résultats ciblés dans l'acte 3 de la décentralisation par le renforcement des capacités des collectivités territoriales, l'accroissement des capacités de financement et l'amélioration de l'attractivité des collectivités locales. Biram Ndiaye est le conseiller technique du ministère du Développement local. Et ce projet vient apporter des ressources aux collectivités territoriales, mais également aider à renforcer les ressources humaines des collectivités locales et améliorer leur gouvernance. Et l'objectif, c'est de leur donner des modes d'investissement en infrastructure, en équipement, pour améliorer les services rendus à la population. C'était la principale difficulté. On progresse dans le sens d'améliorer les services qui sont rendus au quotidien aux citoyens sénégalais. Le principe, c'est qu'on doit voter les budgets le 31 décembre de chaque année. Maintenant, on leur avait donné la possibilité d'aller jusqu'au mois de mars. Donc, on veut revenir au droit commun, c'est-à-dire pousser les collectivités à voter le 31. Maintenant, on vous a parlé de conditions minimales. Pour la première année, on va leur faire des avances pour commencer à exécuter les investissements. Mais la deuxième année, on va leur demander de remplir des conditions. Et dans ces conditions, c'est le 31 janvier. Deuxième condition, c'est qu'il faut voter les budgets, les comptes administratifs à une date qui sera fixée au plus tard au mois d'octobre de l'année qui suit. Donc si on remplit les conditions, on a l'argent. Si on ne remplit pas les conditions, on n'aura pas l'argent. Donc c'est des incitations qu'on fait pour les amener à respecter des principes de bonne gouvernance. À l'instant, Biram Ndiaye, conseiller technique du ministère du Développement local, qui est revenu sur le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal. Un programme qui d'ailleurs vient à point nommé si l'on se fie aux propos du maire de la commune de la Patte d'Oie. Banda Diop estime que c'est un programme qui va permettre à 123 communautés territoriales de pouvoir retrouver des ressources. Nous l'écoutons. Ce programme-là est attendu avec beaucoup d'espoir, en tout cas pour toutes les communes éligibles. Parce que c'est un programme qui va être un acte 2 de l'acte 3. Vous savez, l'acte 3 de la décentralisation est phasé. Et je pense que dans la deuxième phase, il y a ce qu'on peut appeler un renforcement sur le plan financier des territoires. Aujourd'hui, le PACASEN va effectivement financer 123 collectivités territoriales, va permettre à 123 collectivités territoriales de pouvoir recevoir des ressources, bien sûr dans des conditions déclinées par des termes de référence assez clairs, et que ces ressources-là puissent servir en tout cas à des investissements structurants. Une information juste et précise, c'est sur RSP 95.2. 20h passées de 11 minutes et parlons à présent éducation. Les étudiants de l'École nationale de développement sanitaire et social en conférence de presse ce matin exigent l'application du système LMD, le recrutement systématique dans la fonction publique. Pape Saliou Senghor est leur porte-parole. Effectivement, depuis 23 octobre 2017, nous avons introduit une demande au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais depuis lors, il nous fait la sourde oreille. Raison pour laquelle, la semaine passée, le mercredi passé, on a tenu une conférence de presse pour les avertir, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas prononcés par rapport à la situation. Donc nous risquons aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure. L'objet de notre point de presse d'aujourd'hui concerne 3 points revendicatifs, à savoir l'application du système LMD ici à l'ENDSS, la séparation des examens de l'ENDSS avec des autres écoles privées de santé, mais également aussi le recrutement des produits de l'ENDSS automatiquement dans la fonction publique. Ce sont ces 3 points revendicatifs qu'on a pu élaborer et qui est l'objet de notre point de presse d'aujourd'hui. Les autorités de l'école sont les premières concernées. On les a interpellés depuis le début de notre combat. On les a interpellés par rapport à la situation. Et aussi, bon, ce que je puisse dire, c'est qu'ils sont derrière nous. Donc, d'ailleurs même, ils ont écrit au niveau du ministère et le ministre ne les a pas répondu jusqu'à présent. Les étudiants ont écrit, l'administration a écrit, le ministère n'a pas répondu. Donc, quoi faire? C'est la seule solution de descendre sur le terrain aujourd'hui, de se manifester. À présent, les propos de Pape Saliou Senghor, porte-parole des étudiants de l'École nationale de développement sanitaire et social qui était ce matin en conférence de presse.
Un autre mouvement d'humeur dans un autre secteur, mais toujours dans l'éducation. La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur avance que l'État leur doive plus de 9 milliards de francs CFA. Mamadou Diop, président de cette association, cette fédération, a par ailleurs apporté des précisions sur ce cas et invite le gouvernement à honorer ses engagements. Les détails avec Ousmane Chan. L'État du Sénégal doit 9 milliards aux instituts privés au lieu de 16 milliards, d'après le ministre de l'Enseignement supérieur. Cependant, le président de la FEPES apporte des précisions. Je prends seulement les 19 500 étudiants. Nous avons entamé la deuxième année et dans le contrat signé avec l'État, il est stipulé que dès qu'on entame la deuxième année, une année universitaire, on doit nous payer les 50%. Il ajoute: ça veut dire qu'on nous doit 9 milliards 800 et quelques millions. Plus maintenant, cette année qu'on a déjà entamé, les 50%, ça veut dire des 8 milliards. Déjà, si vous additionnez, vous êtes à plus de 13 milliards et quelques, plus les 4 milliards qu'on nous devra encore payer, c'est-à-dire les 25 quarts qu'on doit nous payer d'ici juin et autres. C'est pourquoi on a dit nous avons 16 milliards, mais en réalité, ça fait plus de 16 milliards. Une erreur de communication est notée sur cette affaire, selon Mamadou Diop. Dans notre audit, on ne parle même pas de 9 milliards, mais ou 16 milliards, plus de 16 milliards, parce qu'il y a eu erreur de communication. Ce qu'on nous devrait d'ici la fin 2018, c'était plus de 20 milliards de francs CFA pour les EPS. Et pour le moment seulement, il y a eu 5 milliards qui sont budgétisés, d'où les autorités doivent faire un effort pour essayer de trouver les ressources additionnelles, n'est-ce pas, pour véritablement prendre en charge ce programme. Les étudiants orientés par l'État du Sénégal ont effectué une marche ce vendredi pour demander à l'État de payer les établissements privés d'enseignement supérieur respectifs. Ousmane Chan, Mamadou Diop en a profité pour rappeler la mission première de ces instituts privés. L'État doit aussi trouver un projet de paiement afin de régulariser cette situation qui met en danger les études de 15 000 jeunes étudiants. Mamadou Diop, que nous écoutons. Nous sommes des éducateurs. Nous avons des écoles. Notre rôle, notre mission, c'est vraiment d'enseigner, de former ces jeunes vers une formation professionnelle, une formation métier, pour qu'ils puissent avoir un diplôme, qu'on les forme aussi d'une manière qualitative pour qu'ils soient opérationnels et performants dans la vie professionnelle. À partir de ce moment, nous sommes conscients des problèmes que peut avoir un État, des problèmes passagers, parce que nous sommes à la 6e année. C'est pas la première fois que le problème s'était posé. On a toujours trouvé des solutions. Maintenant, si l'État fait un petit geste, nous allons essayer de colmater vraiment pour continuer la formation de ces jeunes et négocier avec l'État un moratoire ou que l'État nous propose vraiment un projet de paiement pour que vraiment la situation se régularise. Sachez que dès que nous recevrons quelque chose, n'est-ce pas, avec ça, nous allons continuer à payer les preuves et à continuer à former les étudiants, mais il s'est arrivé à un certain moment, nous n'avions même plus la plupart des EPS, c'est vrai, tout le monde n'est pas logé à l'enseigne, la plupart de nos établissements n'avaient plus les moyens de continuer à assurer les enseignements et pour ne pas saboter la qualité de la formation que nous avions l'habitude de donner, nous sommes dit, vraiment, on arrête un peu le temps de souffler, le temps aussi d'avoir quelques recouvrements au niveau de notre ministère pour continuer. Mais je pense que c'est en bonne voie, d'après les informations que nous avons. Les engagements financiers ont été faits pour 5 milliards. RSP FM. RSP FM. L'information. Place à présent à votre rubrique du jour. Elle porte aujourd'hui sur la guitare, qui est un instrument de musique. Nous verrons les différents éléments qui la composent. Entre autres, cette rubrique est signée Dominique Bénédicte Sagna. La rubrique culture avec Dominique Bénédicte Sagna. Apparemment, l'élément n'est pas en place. Nous allons y revenir tout à l'heure.
l'élément, nous parlions toujours de la rubrique de ce jour qui porte sur la guitare, qui est un instrument de musique. Nous l'avons dit tout à l'heure avec Dominique de Bénédicte Sagnan. Vous aurez assez de détails sur tout ce qui porte sur cet instrument musical qui compose cet instrument musical. Voilà, c'est une rubrique, donc apparemment c'est pas en place, donc nous vous donnons rendez-vous pour cette rubrique la prochaine fois. Donc tout de suite la page internationale. L'actualité internationale sur la 95.2. Il est bien en place pour le tour de l'actualité internationale. Joseph Gutsani, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Alors nous démarrons par le dialogue inter-congolais, les mesures d'apaisement abordées. Tout à fait Jean-Michel. Au Togo, le dialogue inter-togolais pour une sorte de crise se poursuit depuis ce lundi 19 février en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur du dialogue. Donc après l'ouverture officielle, les délégués du pouvoir et ceux de la coalition de 14 partis d'opposition ont abordé le point sur les mesures d'apaisement. En fin de journée aujourd'hui, le président ghanéen est revenu de la présidence où il a rencontré son homologue togolais. Les deux chefs d'État auraient abordé le sujet des personnes dont l'opposition exige la libération. Il serait au nombre de 102. Si ces points se trouvent de réponse dès ce lundi soir, on peut dire qu'un pas est franchi et que le dialogue peut rentrer dans le vif du sujet, notamment la discussion sur le rétablissement de la Constitution de 1992. Alors, plus de 1700 Philippines quittent le Koweït après le meurtre d'une domestique. Affirmatif, plus de 1700 personnes, en majorité des employés de maisons philippines, ont quitté ces derniers jours le Koweït et sont rentrés au pays. Ce programme de rapatriement gratuit a été mis en place par le gouvernement de Rodrigo Duarte après le meurtre d'une domestique. Un meurtre qui a entraîné une crise diplomatique entre le Koweït et Manille, qui a décidé une interdiction totale pour les Philippins de signer de nouveaux contrats de domestiques dans le petit État du Golfe. Au total, plus de 250 000 Philippins travaillent dans l'Émirat, en majorité des domestiques. Et depuis que Manille a mis en place le programme de rapatriement, plus de 1700 personnes, en majorité des employés de maison, ont choisi de rentrer au Bercail. Un grand nombre d'entre elles ont raconté, autant pour moi, les sévices infligés par leur employeur. Alors en Indonésie, il y a eu une éruption volcanique au mont Sinabung. Une éruption volcanique, Jean-Michel, du mont Sinabung sur l'île indonésienne de Sumatra a projeté ce lundi 19 février dans l'atmosphère une épaisse colonne de fumée atteignant près de 5000 mètres de haut et recouvrant des villages de cendres, ont indiqué les autorités. Des masques pour se protéger le visage ont été distribués à la population. Les autorités ont recommandé aux habitants de rester chez eux pour éviter des problèmes de respiration, a indiqué un responsable local de l'agence de gestion des catastrophes naturelles. Dans certains villages, la visibilité était d'à peine 5 mètres après l'éruption et c'était l'obscurité totale. Alors nous terminons par la Colombie où la Cour suprême demande l'ouverture d'une enquête contre Álvaro Uribe. C'est bien ce que vous avez souligné, Jean-Michel. En Colombie, la Cour suprême demande l'ouverture d'une enquête contre Álvaro Uribe. L'ex-président devenu sénateur est soupçonné d'avoir manipulé des témoins pour faire condamner son collègue et ennemi politique Iván Cepeda. Pour se défendre, Álvaro Uribe accuse alors Iván d'avoir soudoyé ses paramilitaires incarcérés et le traîne en justice. C'est ce dossier-là que la Cour suprême vient de se prononcer. Non, Iván Cepeda n'a pas suborné les paramilitaires, affirment les magistrats. Dans la foulée, le haut tribunal décide de rouvrir l'enquête sur les liens entre Uribe et les paramilitaires. Jean-Michel, c'est l'actualité internationale de ce jour. Et merci en tout cas de nous l'avoir présenté. Tout de suite, la suite de cette édition.
Alors, la grande lionne de l'équipe du soir est bien en place, Dominique Bénédicte Sagna. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Alors, nous démarrons par l'international sénégalais Keita Baldé qui évoque son problème avec le coach Aliou Cissé. Tout à fait, les prétendus bisbis entre Aliou Cissé et Keita Baldé serait de la pure invention. Selon l'attaquant sénégalais de Monaco, aucun nuage sombre ne plane au-dessus de ses relations avec le sélectionneur national. Il n'y a pas eu de problème et il n'y en a pas non plus également, martèle-t-il dans un entretien avec Record. La façon dont les gens ont parlé ne reflète pas la réalité. Mais vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de parler, de faire des commentaires. Ce qui est important pour moi, c'est que j'aime mon pays, j'adore ses couleurs et je suis prête à me sacrifier pour l'équipe nationale. Le seul coup de face survenu entre le Lion et son coach est reconnu par Baldé, c'est lors du match contre le Cap-Vert en qualification de la Coupe du Monde. Il n'a pas apprécié d'être remplacé en cours de partie et l'a fait savoir. Jean-Michel. Alors, nous allons aussi parler d'un autre lion de la génération 2002. Il s'agit de Souleymane Diawara, qui évoque également le seul regret de sa carrière. Souleymane Diawara, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, aurait rêvé d'affronter la star brésilienne du PSG, Neymar. Il pose son regard acéré sur l'actualité du foot. Il répond depuis Paris, mais son regard est toujours tourné vers la cité phocéenne. 3 ans après avoir raccroché les crampons, Souleymane Diawara, l'ancien défenseur des Girondins et de l'OM, est désormais actionnaire du GS Consola, le club emblématique des quartiers nord de Marseille, et à 39 ans n'a rien perdu de son franc-parler. Alors, nous terminons par le sport de chez nous. La lutte. Ama Baldé parle de son potentiel combat contre Modulo. Après sa brillante victoire contre Papa Sow ce week-end, Ama Baldé ne fait plus mystère de ses ambitions de devenir roi des arènes. Il le clame haut dans plusieurs journaux de ce lundi, en même temps que de sa conviction de devoir rencontrer d'autres ténors pour y arriver. L'un des premiers qu'on ne cesse de lui désigner est Modulo. Ama le veut et lui lance même un défi. Qu'on me donne une avance pour affronter Modulo. Jean-Michel, c'est tout pour l'actualité sportive de ce jour. Merci à vous, Dominique Bénédicte Sagna, de nous l'avoir présenté. Et excellente soirée à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin également de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Jean-Michel Cissé. Au menu de cette édition, l'inauguration ce lundi de la route Kaolack-Fatick par le chef de l'État Macky Sall. Une occasion pour le successeur d'Abdoulaye Wade de féliciter Baratal, le patron de Jean Lefebvre, l'entreprise qui a construit la route Kaolack-Fatick. Une visite du leader de l'APR qui a suscité une colère de la part d'Amimba Ketcham et de ses camarades. L'ancien athlète et responsable politique a été tout simplement zappé des préparatifs de l'accueil du président Sall. En vue d'accompagner l'opérationnalisation de l'acte 3 de la décentralisation, le gouvernement engage un nouveau programme dénommé PACASEN. Vous avez suivi les explications, la page internationale de Joseph Goethe-Sané. L'actualité sportive qui a porté la signature de la lionne Dominique Bénédicte Sagna ont mis un terme à cette édition qui vous a été présentée avec un immense plaisir par Jean-Michel Cissé, avec la complicité de Gabriel El-Malik à la mise en onde. À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes en compagnie de la 95.2, La Voix de l'Espoir. Pour vos annonces, avis et communiquer à des